pour commenter les résultats de cette enquête. Il y a beaucoup à dire, je pense. Et je vais commencer par Jean-Marie Vaucher, qui est président de l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés. Pourquoi Jean-Marie? Parce que, outre qu'il est travailleur social, profession particulièrement représentée aujourd'hui et touchée par cette crise du sens, comme on l'a vu dans l'enquête, Jean-Marie a aussi beaucoup participé à l'élaboration du programme sur ce besoin de repères. Et donc, c'est une bonne entrée en matière que vous nous redisiez, Jean-Marie, un petit peu comment vous la percevez, cette crise de sens. Oui, merci. Effectivement, la question de la perte de repères, c'est quelque chose que je rencontre très régulièrement, à la fois avec ma casquette de président de l'ONES, mais aussi comme coordinateur de l'école de la protection de l'enfance, où on en a des illustrations tout le temps. J'ai en souvenir, l'année dernière, une collègue, plus si jeune, Nadia, qui pleurait devant la porte des assises, et elle faisait partie de ces professionnels qui venaient d'être licenciés. Et elle me disait, tu vois, ce qui fait le plus mal, c'est pas tellement que j'ai été licencié, c'est que les enfants que j'accompagnais depuis des années, j'ai même pas pu leur dire qui les emmènerait à l'école lundi prochain. Donc, à partir de là, c'est là qu'est née cette réflexion sur la question des repères. Et c'est vrai qu'il y a une analyse immédiate qui m'est venue, c'est que la souffrance des travailleurs sociaux, évidemment, se traduit par un accompagnement très dégradé des enfants. Et puis, avec un petit peu plus de recul, on a identifié à l'ONES, et on a déjà fait des communiqués à ce sujet, 2 profondes déstabilisations qui viennent se rencontrer l'une l'autre et qui provoquent une espèce de maelstrom de perte de repères. La première de ces grandes déstabilisations, elle porte un nom tout simple, c'est le département chef de file de la protection de l'enfance. Évidemment, c'est une belle étiquette, mais ce n'est pas simple à mettre en œuvre. Ça demande à chaque département une connaissance extrêmement fine de son propre territoire, d'avoir des organisations managériales, une structure adaptée, et piloter un dispositif territorial de protection de l'enfance, ça ne s'improvise pas, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, mais je ne vais pas aller trop loin parce que je crois que d'autres intervenants vont expliquer les conséquences qu'il peut y avoir pour les agents territoriaux. Et puis l'autre grande déstabilisation, elle a lieu dans le secteur associatif, j'y reviendrai dans la deuxième partie. Cette déstabilisation, elle porte un nom aussi, ça s'appelle appel à projet. Alors je dis tout de suite que je ne suis pas dans l'idée de dire, de mettre en cause forcément de manière idéologique la question des appels à projet, mais plutôt de voir en quoi ça vient impacter le sens même de l'existence d'une association. Les associations portent le travail social depuis la guerre. Et c'est elles qui sont initiatrices et qui ont créé dans le secteur du handicap les associations de parents, les sauvegardes, et j'en oublie. Et d'un seul coup, elles sont passées d'une place d'initiatrice des politiques publiques à une place finalement d'opérateur de politique publique. C'est un changement de paradigme radical qu'on n'avait pas anticipé et qui se traduit de manière extrêmement concrète sur le plan managérial. Alors là, j'aurais pas le temps de tout développer, mais vraiment, ça se traduit de manière extrêmement concrète et en cascade jusqu'à l'accompagnement de chaque enfant. J'ai un collègue qui m'a expliqué comment le simple fait de dire bonjour à un enfant ou de lui faire la bise le soir, au bout du compte, on retrouvait cette déstabilisation et cette perte de repères. Alors, ces deux grandes déstabilisations se rejoignent et produisent quelque chose un grand maelstrom, un immense flou. Et c'est vrai que quand il y a un flou, quand on ne sait plus où on va, eh bien, la seule chose qui prend la place, c'est la logique comptable sèche. Et là-dessus, quand on parle de problèmes d'argent, quand on parle de problèmes de budget, très souvent, la question, c'est la question des budgets, on est d'accord, il n'y a pas de sous, hein, mais au-delà de ça, c'est dans quelle direction, pourquoi est-ce qu'on met de l'argent? L'argent, c'est le nerf de la guerre, mais pourquoi faire? Donc, on est devant une espèce de folie comme ça, de mettre de l'argent sans véritable objectif, et c'est vraiment de la logique comptable extrêmement sèche, j'y reviendrai aussi en deuxième partie. Cette logique comptable se combine avec aussi une espèce de folie normative qui vient prendre la place. Alors, j'ai beaucoup apprécié ce que Gilles Lipovetsky vient de dire, mais il le dirait sans doute mieux que moi, mais qui vient prendre la place finalement du sens. C'est-à-dire quand la norme prend la place du sens, on est
petit peu dans la folie, et tous les éducateurs expliquent à longueur de journée à quel point ils sont pris dans des injonctions contradictoires. On leur demande de faire ceci alors qu'on attend autre chose d'eux. Et évidemment, comme l'expliquait très bien Nadia, au bout du compte, c'est l'accompagnement des enfants en premier lieu qui est visé. Donc voilà, j'ai un constat. Alors, à l'ONES, on voit les choses du mauvais côté, donc c'est un peu pessimiste, je m'excuse. Mais je crois que dans la deuxième partie, on va essayer de proposer quelques solutions. On voit bien comment le besoin de repères des uns et des autres sont interdépendants et peuvent peut-être nourrir effectivement les réponses à la crise du sens des professionnels. Jean-Marie, qu'est-ce que vous pensez de tout ça et comment on peut faire pour garder le cap sur les besoins des jeunes et des familles? C'est vrai que j'ai été très noir tout à l'heure. On va essayer de proposer quelques idées, quelques pistes. Je ne peux pas m'empêcher de commenter un petit peu les annonces qu'a fait le ministre, parce que dans son propos, il y avait quand même quelques points qui me paraissent intéressants en termes de qui sont de nature à nourrir justement une reprise de repères. Je ne sais pas comment il faudrait l'appeler. Toutes les différentes chartes qui ont été évoquées, par exemple, ça paraît évident de le dire, mais il me semble que c'est des repères, et nous, ça fait longtemps qu'on estime que c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Je vais peut-être vous faire réagir, mais le travail autour de la qualité me semble aussi de nature à nourrir quelque chose qui serait de l'ordre du repère, parce que quand même, nous autres travailleurs sociaux, on a énormément de mal à dire ce qu'on fait et à l'expliquer clairement. Et ces travaux autour de la qualité, moi, l'ANESM, j'ai participé à plusieurs recommandations de bonne pratique. Il y a vraiment quelque chose qui permet de dire ce qu'on fait et de le dire de manière claire. Donc, je crois qu'il y a un travail qui est intéressant et positif de ce côté-là. Également du côté de l'instance de pilotage renforcée, moi, ça fait très longtemps, et je l'ai dit à M. Taquet, que ça serait important d'avoir une instance de pilotage adossée à un véritable corpus de formation et avec un véritable étayage théorique. Et là, il y a quelque chose une piste en tout cas qui me paraît assez positive. Alors c'est vrai que sur ce que j'avais prévu de dire, ça c'est plutôt le commentaire de ce qui vient d'être dit, moi ce que j'avais prévu de dire c'est que évidemment il y a plusieurs pistes qu'on peut creuser. Il y a la question de la formation, hein, ça rejoint l'instance de pilotage. Là, évidemment les professionnels ont besoin de formation, je l'ai dit tout à l'heure dans l'Agora, je le redis encore ici, on a évidemment tous besoin de formation parce que lorsqu'on sort d'un centre de formation, on a une formation généraliste. Les IRTS, les centres de formation, fabriquent des professionnels, mais ne fabriquent pas des spécialistes d'un domaine. Et là, on a besoin de spécialisation. Alors, je m'excuse, étant formateur dans une école de spécialisation, je vois bien le conflit d'intérêts, mais en même temps, ça me confirme toujours dans cette idée-là. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que si on avait des formations réellement spécialisantes, on pourrait construire ce fameux corpus de connaissances propres à la protection de l'enfance qui serait un sacré repère pour le coup, parce qu'on aurait vraiment quelque chose, une base théorique sur laquelle on pourrait s'asseoir et nourrir nos pratiques. Et aujourd'hui, ça fait vraiment défaut. Alors, le deuxième volet, sur les repères, écoutez, le département est chef de file, je sais qu'il y a beaucoup d'élus départementaux ici, et je voudrais rappeler très rapidement deux grands ensembles. La protection de l'enfance, c'est à la fois les départements, et les départements, c'est 12 500 équivalents temps plein de professionnels. C'est aussi un secteur associatif. Le secteur associatif, c'est l'adresse qui nous le dit, c'est 110 000 équivalents temps plein de professionnels. Le rôle des départements, c'est justement de servir de ce fameux point de repère. Et il faut qu'ils l'organisent. Et il y a des conséquences très concrètes. Est-ce qu'il est normal que les rapports d'évaluation interne et externe arrivent presque toujours dans les services de facturation? Moi, je pense que non. Il faut absolument lier, j'ai pas le temps de trop développer, mais il y a vraiment une organisation à faire au sein des départements pour lier la facturation et les professionnels qui sont chargés de l'accompagnement et du suivi des enfants. Là, c'est vraiment un point managérial au sein des départements. Et un deuxième point, alors si je suis bien d'accord, il n'y a pas de sous. Mais en fait, s'il y en a, parce qu'on en met un peu partout. Le problème, c'est que les sous ne sont pas mis de manière priorisée.
Et il y a un outil qui me paraît extrêmement important qui s'appelle le PPE, qui est l'outil, alors ça vous fait rire, mais c'est l'outil qui est censé être celui qui structure la vie d'un enfant, qui est le fil rouge, qui permettrait aux enfants d'éviter les ruptures, qui permettrait d'éviter cette espèce d'arbitraire qu'on évoque sans arrêt. Et nous, avec notre expérience de formateur, on a travaillé depuis très longtemps sur le projet personnalisé, qui est un peu son pendant du côté associatif, et on estime qu'il faut à peu près 10 heures de mise en place du PPE pour le professionnel qui met en place le PPE et 20 minutes de suivi par semaine. Ça veut dire que globalement, il faut multiplier par 2 les services de l'ASE si on veut avoir véritablement un travail de ce côté-là. Et cette priorité-là, alors le timer est dans le rouge, hein, mais cette priorité-là, ça ne sera pas de l'argent foutu en l'air. Parce que justement, ce sera de l'argent qui permettra de mieux coordonner les suivis des enfants et qui permettra de mieux structurer l'accompagnement et leur devenir, et qui permettra aussi aux professionnels de savoir mieux où est leur place et quelle est leur mission. Donc nous, ça fait longtemps qu'on le défend. Ma foi, on verra.